Bonjour à tous. L'heure est grave car j'ai abordé dans cette vidéo le cas de la série Fallout. Série qui a l'air d'avoir fait l'unanimité auprès du public, et pourtant moi, cette série, je ne l'ai vraiment pas aimée. Et quand je vois les notes que ce contenu de plateforme, et si j'utilise ce terme ce n'est pas anodin, a pu recevoir, les éloges qu'on a pu lui faire, je me dis que les gros studios paresseux ont encore de beaux jours devant eux pour nous vendre leur camelote réchauffée. Alors je préfère le dire tout de suite, oui, je suis joueur des jeux Fallout, et ça depuis maintenant 15 ans. Pour autant, vous verrez dans cette vidéo, je ne ferai que très peu de comparaisons entre mon expérience de joueur et celui de spectateur, préférant la regarder comme un contenu original. Je vais inaugurer cette critique en vous parlant d'un détail, qui pourrait paraître anodin, mais qui en réalité est très symptomatique, d'après moi, de l'échec de cette série sur le propos qu'elle a voulu mettre en lumière. La musique. Au-delà du fait que je suis très sensible aux bandes originales et aux musiques dans les œuvres, la musique a toujours eu un sens, du moins dans la majorité des cas. Je passerai brièvement sur le fait que l'OST peine à convaincre, je ne la trouve pas particulièrement percutante et j'aurais même tendance à dire qu'elle échoue complètement lorsqu'il s'agit d'accompagner et de magnifier les scènes. Pour vous donner une idée du genre de musique que les jeux proposent, je vous invite à écouter City of the Dead de Mark Morgan. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque la série nous balance aux oreilles des musiques des années 50. Car oui, si dans les jeux ces mêmes musiques étaient intradiégétiques, c'est-à-dire que les personnages dans les jeux entendaient ces musiques, car elles étaient émises par les Pip-Boy et les radios, dans la série, elles sont extradiégétiques, ce qui signifie que les personnages ne les entendent pas. Ça peut vous paraître très anodin, mais il faut bien comprendre que dans les jeux Fallout, les musiques d'époque reflètent le rêve américain. Un rêve devenu véritable cauchemar, un rêve éphémère qui aura conduit le monde à sa ruine. Et les survivants de ce monde post-apocalyptique continueront d'idéaliser des centaines d'années plus tard ce rêve américain, par le biais de la musique mais aussi des vestiges publicitaires des grandes marques, en partie responsables de l'effondrement de la civilisation. Passons à présent à l'intrigue en elle-même. Nous allons suivre trois personnages qui quitteront tous un abri dans le premier épisode. Lucie au sens littéral quittera l'abri de 33 pour goûter à la liberté. Maximus quittera les dortoirs moites et la discipline de fer d'un camp d'entraînement de la CDA pour s'envoler à bord d'un vertiptère. Et la goule, quant à elle, sera tirée de son cercueil pour être à nouveau libre. Ils partageront aussi le même objectif, retrouver un scientifique de l'enclave en fuite, portant en lui un précieux artefact. L'intrigue en elle-même n'est pas mauvaise, mais par la non-inspiration des scénaristes, nos personnages tomberont constamment les uns sur les autres. Les terres désolées étant très vastes, la suspension consentie d'incrédulité en prendra déjà un sacré coup. On notera également de nombreuses incohérences. Je pense évidemment à la goule qui en début d'aventure sera en sérieuse difficulté face à une T-60, mais qui dans l'épisode final se souviendra d'un défaut de conception majeur sur ces mêmes armures, lui permettant de faire face à une escouade complète de T-60 avec une facilité déconcertante. Nous imposant même un cliché usé jusqu'à la moelle, celui de l'escouade sanguinaire cessant le feu pour écouter le monologue de l'ennemi, et reprenant le combat seulement après que celui-ci ait fini son discours et tiré le premier. Pratique. Des clichés comme ça, en 2024, ça devrait même plus être permis, ailleurs que dans les directs ou DVD vendus Lidl entre les tongs et les allumes-feu. La fin de l'aventure sera également le summum de la facilité d'écriture, l'écuyer de Maximus ayant retrouvé l'artefact et faisant route seul vers la base de la CDA, abandonnera sur son chemin le chien du début de l'aventure. Chose assez surprenante, les chiens étant très utilisés par les armées, ce même chien sera évidemment retrouvé par la goule qui l'utilisera pour suivre sa trace. Mais l'apothéose sera évidemment lorsque cet écuyer, à quelques secondes de réussir l'objectif de sa mission, après avoir échappé à Maximus, se transformera en goule. Les ghouls étant de la vermine aux yeux de la confrérie de l'acier, il prendra la fuite, donnant à Maximus l'artefact à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Tout rentre donc dans l'ordre pour nos héros, les non-enjeux de cette scène et la soudaine facilité de leur périple m'empêchent d'éprouver la moindre satisfaction de les voir réussir, ni même d'avoir de l'empathie pour eux. Un des gros points noirs de cette série est son humour, désamorçant constamment les tensions et les menaces. Tout étant tourné à la dérision, sacrifiant de la tension et des enjeux pour des blagues idiotes et souvent peu amusantes. Les exemples sont nombreux, entre autres scènes de danse en armure, de blagues sur les beats qui explosent, de la non-condamnation à mort de Lucie et j'en passe. Les personnages ne font pas mouche, hormis la goule. Les moments les plus réussis de ces séries seront d'ailleurs les flashbacks de cette dernière, les scènes étant très sobres, bien mis en scène, au ton très posé, permettant de réellement développer les personnages en les traitant avec sérieux, et le tout en faisant avancer l'intrigue. Maximus est le plus gros gâchis de cette série. Suivre un survivant de Shedison, sauvé par un chevalier et rejoignant la CDA pour à son tour sauver la veuve et l'orphelin, sur le papier c'était très prometteur. Malheureusement, il sera la majorité du temps tourné au ridicule. Son personnage sera même incohérent d'un épisode à l'autre, laissant par exemple mourir son seigneur, lui reprochant d'être indigne du titre de chevalier et de l'armure, il se révélera pourtant lui aussi être bien loin des vertus inhérentes au chevalier, traitant son écuyer comme un moins que rien, ou en se laissant aller à manger du popcorn en peignoir devant une télé faisant fi du danger ambiant. Bien loin de l'image d'un homme traumatisé qui a toute sa vie voulu devenir un grand chevalier, il y avait pourtant matière à faire avec Maximus. Le voir par exemple la nuit dans les terres désolées, essayant de s'endormir auprès d'un feu, mais sans succès, puis retournant dans son armure, son abri à lui, depuis laquelle on aurait pu entendre les sanglots d'un homme.
comme les échos des pleurs du petit garçon survivant qu'il avait été dans ce frigo. Vous en conviendrez, ça aurait peut-être rajouté bien plus de profondeur à ce personnage que les plaisanteries sur les érections et les running gags de la mandale dans le nez qui a fait rire personne. Le plot de la fin, quant à lui, ne m'a pas convaincu. Moi, je vous avoue que j'ai encore beaucoup de mal à trouver un sens à la décision de Voltec et à sa stratégie pour éliminer la concurrence. Déjà parce que Voltec est le seul fabricant d'abris anti-atomiques autonomes pouvant accueillir des centaines de personnes. Et deuxièmement, pour vendre des abris, il faut que les tensions politiques et militaires continuent et soient même croissantes. Or, si les bombes tombent, il n'y a plus lieu de créer des abris, la menace étant passée. Il aurait été beaucoup plus logique pour Voltec, par exemple, d'avoir un deuxième produit à vendre, un produit qui aurait pu se vendre après la guerre. Je pense notamment au Jardin d'Éden en kit, ou Jack, un outil présent dans les jeux, permettant entre autres de créer à partir de rien des terres fertiles, de purifier de l'eau, etc. Ce scénario aurait été beaucoup plus logique. Vous vendre des abris le plus longtemps possible, jusqu'à ce que la guerre éclate, puis vous vendre le matériel nécessaire à la reconstruction du monde, puis de recommencer encore et encore, créant une boucle parfaite de construction et de déconstruction, vous vendant en fait la dynamite puis le ciment en quelque sorte. Bon, tout n'est pas à jeter dans cette série. Visuellement, c'est une réussite. Que l'on soit familier de la licence vidéoludique ou non, les décors sont convaincants, le soin tout particulier apporté aux armes, aux différentes créatures, aux villes et aux abris, c'est un point à souligner. Et ça fait plaisir de voir que des gens ont travaillé dur pour rendre ce monde crédible. L'intrigue du triple abri 31, 32, 33 m'a aussi bien tenu en haleine. J'ai beaucoup aimé l'ambiance étouffante et glauque que peut rapidement en fait prendre un abri lorsqu'on comprend que la porte de l'abri ressemble bien plus au barreau d'une cellule qu'à une porte de sortie. Les flashbacks de la goule étant, je répète à nouveau, vraiment excellents, c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à finir la saison 1. L'épisode 5, réalisé par Clark Kilner, qui est notamment connue pour être la réalisatrice de plusieurs épisodes de House of the Dragon, étant celui le plus sérieux, m'a vraiment beaucoup plu. L'intrigue de l'abri secte également était vraiment très bonne, même si les blagues de Maximus et la non-mise à mort de Lucy ont terni le tableau. Il faut également leur reconnaître leur prise de risque de ne pas adapter un opus précis de la licence, mais de créer de nouvelles histoires inédites. Même si certaines ont de fortes inspirations de différentes quêtes des jeux, on ne peut que saluer l'envie des scénaristes d'avoir voulu surprendre les connaisseurs de la licence avec des idées originales. Bravo à eux. La vidéo touche à sa fin. Le but ici n'était pas de cracher gratuitement sur cette série, mais de vous parler des raisons qui m'ont malheureusement empêché de prendre plaisir à suivre l'adaptation d'une licence qui a littéralement accompagné la moitié de ma vie. Et les nombreux défauts que j'ai cités n'ont rien à voir avec le regard d'un fan comparant l'œuvre originale à son adaptation. Petite parenthèse aussi, l'humour que je critique dans cette série n'a rien à voir avec l'œuvre originale, celui-ci étant beaucoup plus subtil, noir et de situation. Pour être honnête, je n'avais vu aucun trailer de cette série. Le projet ne m'avait pas particulièrement intéressé et je ne comptais pas la regarder. J'ai été convaincu très récemment par un proche de donner une chance à la série et j'ai commencé à la regarder. J'aimerais revenir sur le terme contenu de plateforme que j'avais utilisé en tout début de vidéo. La structure de ce genre de programme me saute de plus en plus aux yeux. Un premier épisode sympathique, un épisode de milieu de série plutôt cool pour nous redonner de l'intérêt, et un épisode final plein de plot twists et qui tease beaucoup de choses pour nous faire revenir l'année suivante. Le tout étant animé par des blagues et de la musique catchy, presque taillées sur mesure pour finir en gif et être partagé sur les réseaux. Le problème, c'est que les contenus comme ça durera pas longtemps. Marquant très peu les esprits, ne révolutionnant rien, se contentant au mieux d'être qualifié du tristement habituel, ouais, c'était sympa. Là où je veux en venir, c'est qu'à force de ne se contenter que d'un ça va, c'était pas mal, les studios ne nous donneront plus que ça, achetant à tour de bras toutes nos licences favorites pour en faire des films et des séries bourrés de clins d'œil et de blagues méta. Comme si finalement, tous ces contenus n'étaient ni plus ni moins que des visites guidées dans des musées de grosses licences. Leur seule fonction étant de nous bercer dans les souvenirs de moments passés à lire d'anciens comics ou jouer à d'anciens jeux, à la manière des habitants des Terres Désolées écoutant des musiques des années 50, idéalisant une époque révolue et s'empêchant d'aller de l'avant et de se laisser surprendre. Il serait peut-être temps de sortir de notre zone de confort, d'arrêter de vivre dans la matrice confortable des plateformes. Alors à la manière de Lucie, sortons de cet abri, car dehors il y a des milliers d'œuvres originales qui n'attendent que nous. Voilà, cette vidéo est terminée. Je tiens quand même à remercier les équipes qui ont travaillé sur cette série. Je sais que je suis vraiment pointilleux et assez relou quand il s'agit des films, des séries, des comics, etc. J'ai peut-être pas été le public visé, je suis peut-être passé à côté de certaines choses, mais force est de constater, au vu des chiffres de vente de Fallout 4, c'est que cette série a permis de faire découvrir cette saga de jeux vidéo incroyable à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, et rien que pour ça, merci.